se présenter après moi, dans la plateforme Gogo qui offre en fait aux entreprises des services et des outils pour passer justement au télétravail et à toutes ces nouvelles formes de travail distante de façon organisée et sécurisée. Donc, je te laisse te présenter. Et donc, merci Jean. Je me présente, bonjour à tous, Franck Gurderon. Moi, je suis directeur d'un bureau d'études qui s'appelle donc Ocalia. Notre cabinet est spécialisé sur les questions de transition numérique et de mutation du travail. Et dans ce groupement, je suis plus précisément en charge du traitement et de l'analyse de l'enquête. Donc, c'est moi qui vais intervenir une bonne partie du temps sur la restitution de ce travail. Donc, du coup, je me permets de reprendre la main rapidement. Donc, Karine Schembourg, moi, je coordonne du coup le projet Gowo, qui, comme l'a dit Jean, en fait, donc chez Gowo, en fait, on propose un accompagnement outillé permettant aux entreprises de se saisir en fait des opportunités que permettent la digitalisation du travail. Et donc, on travaille notamment donc, sur le télétravail qui est l'objet de ce webinaire, mais aussi d'utiliser le télétravail pour aller vers un travail qu'on appelle un smart work, qui va du coup induire des manières de travailler plus agiles, notamment. Voilà. Merci à tous. Donc, ce matin, nous vous avons conviés pour partager avec vous les résultats d'une enquête conduite, on reviendra dessus, sur principalement le mois de mai. On va vous proposer quelques éléments de cadrage et de contexte forcément sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui du télétravail. Franck et Jean seront amenés à nous présenter donc les chiffres clés et les principaux enseignements de l'enquête. Et nous terminerons la partie présentation en tout cas, en vous proposant quelques préconisations en tant que MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes sur le déploiement du télétravail si vous êtes intéressés. Donc cette matinale va se dérouler suivant un format qu'on a voulu court pour aller vraiment à l'essentiel, un format 11h midi. On va le découper en deux temps. Donc, la première partie sur cette enquête et nos préconisations et la deuxième partie où nous vous proposons de répondre à vos questions. Donc, Karen vous a suggéré de répondre, enfin de nous soumettre vos questions au fur et à mesure de la présentation et on se propose d'y répondre plutôt à la fin parce qu'on part de l'idée que peut-être nous aurons répondu au cours de la présentation des résultats à partir de vos questions. Alors peut-être pour reprendre un chapeau d'ensemble sur la démarche qui est à l'origine de cette enquête. Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes l'année dernière a monté un projet dont il a été question, le projet que nous avons appelé Caméléon. Caméléon, le travail sous toutes ses formes, et qui était pour nous, qui avait pour vocation de proposer à des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes une expérimentation pendant 1 an d'un déploiement expérimental, donc à petite échelle, sur la mise en place du télétravail. Donc cet accompagnement réalisé par nos partenaires Econum, Ocalia et Gowo. Nous avons lancé ce projet qui est financé intégralement par le Fonds d'amélioration des conditions de travail donc de l'ANACT, qui permet donc à ces entreprises d'être accompagnées à titre gratuit. Et ce lancement, il a eu lieu le 20 février. Donc 20 février 2020, il se trouve que cette première session collective a été extrêmement riche. Nous ne pouvions pas supposer à l'époque que 3 semaines plus tard, nous aurions une loi d'urgence sanitaire qui nous confinerait et finalement étendrait la pratique du télétravail à de nombreux salariés. On va parler un peu de volume également de personnes qui ont été concernées, mais simplement dire que l'enquête qui a été réalisée initialement n'était pas prévue et nous avons collé à l'actualité et aux circonstances. Forcément, nous avons dû revoir la configuration de notre projet, mais il s'est enrichi de cette brique supplémentaire et initialement l'étude, on avait imaginé la conduire au périmètre des entreprises parties du projet et on s'est dit, et pourquoi pas l'ouvrir à de nombreux salariés télétravailleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que ça nous permettra d'avoir des données plus riches et également aux entreprises qui font partie du projet d'avoir une logique un peu benchmark.
Donc, forcément, l'angle de cette étude, il est très contextualisé puisque nous avons été amenés à évaluer, à recueillir des retours d'expérience d'entreprise dans le cadre d'un télétravail dont on va le revoir dans quelques instants. Il a été conduit dans des mesures, dans des conditions tout à fait atypiques par rapport à la pratique habituelle. Et le souhait que nous avions était de mesurer finalement si cette pratique, dans des conditions bien particulières, avait un impact sur la qualité de vie au travail des salariés. Aujourd'hui, il y a maintenant 1 mois et demi que la France se déconfine. Les salariés reprennent peu à peu une activité professionnelle au bureau. On a vu qu'on avait encore des ajustements avec une partie du temps télétravaillé, une partie réalisée au bureau. Il y a certainement des enseignements à retenir de cette période. Elle est forcément riche. On ne pourra probablement pas travailler demain et organiser le travail comme on le faisait précédemment. Donc, pour nous, il était intéressant de pouvoir partager avec vous ce matin sur finalement les difficultés qui ont pu être rencontrées, les leviers qu'on a pu trouver et de réfléchir ensemble à demain, si on organise le travail autrement, eh bien, quelle place on peut accorder au télétravail. Alors, dans ce cadre-là, le MEDEF a une position, a un point de vue qui lui est propre. C'est vrai que nous considérons que nous avons un cadre national réglementaire qui se prête finalement à des déclinaisons du télétravail au périmètre des entreprises. Nous ne sommes pas particulièrement favorables à une renégociation du sujet télétravail. En revanche, nous apportons actuellement notre concours à un diagnostic paritaire. Donc, l'ensemble des partenaires sociaux participent à un groupe de travail et il va de ces propositions pour éventuellement justement retenir ces enseignements sur le télétravail. Et on s'attend à l'automne, à l'horizon du mois d'octobre, à des préconisations de type charte, bonnes pratiques qu'on pourrait retenir sur le télétravail. Mais d'ores et déjà, du coup, ce matin, nous souhaitions pouvoir partager ces premiers enseignements avec vous. Jean, je te laisse la parole. Oui, donc comme l'a rappelé Alexia, ça n'a échappé à personne, le télétravail en confinement a été un télétravail dans des conditions très particulières. Donc je voulais peut-être d'abord rappeler le cadre normal du télétravail. C'est donc hors confinement, hein, c'est un droit qui permet aux salariés de travailler à distance de leur bureau principal, alors généralement à leur domicile, mais aussi d'un tiers-lieu, comme par exemple un centre de coworking. Il y a eu plusieurs accords et lois qui encadrent le télétravail. Mais la plus récente, c'est les ordonnances du 22 septembre 2017, dites ordonnance Macron, qui demandent aux entreprises d'organiser le télétravail, alors soit par un accord ou dans une charte, après consultation des instances représentatives du personnel. Alors en fait, le télétravail, c'est une modalité d'organisation du travail qui repose sur le bivolontariat. Hein. Il faut que à la fois l'entreprise soit volontaire et l'employeur, aucune des deux parties ne peut l'imposer à l'autre, et qui est réversible. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien pratiquer le télétravail pendant un moment donné, puis après ne plus le pratiquer. Alors, le télétravail peut être imposé par l'employeur que dans des cas de force majeure et donc en cas de pandémie, comme cela a été le cas. Donc, pendant ce confinement, c'était un temps vraiment exceptionnel qui ne correspond pas à ce qui est généralement recommandé pour une pratique équilibrée et performante du télétravail, notamment à domicile. Il est évident que le fait de télétravailler en permanence, sur une longue durée, avec la présence d'enfants, hein, la nécessité de les aider à suivre des cours en ligne, dans des domiciles qui ne sont pas forcément bien adaptés, bien équipés, bien connectés, sans organisation ni expérience préalable du télétravail, tout cela a constitué une première et effectivement un terrain d'enquête particulier, mais Franck va nous expliquer tout ça. On a évidemment tenu compte dans la constitution de l'enquête de ces paramètres pour bien comprendre ce qui s'était passé, notamment les corrélations par exemple entre les équipements et après les indicateurs de qualité de vie au travail. Peut-être quelques éléments chiffrés sur les volumes de personnes concernées, le avant-après.
On était plutôt sur des chiffres assez faibles de pratique du télétravail, hein. De mémoire, c'est autour de 7%, une pratique régulière et formalisée du télétravail. Pendant le confinement, on était, selon le ministère du Travail, à près de 25% des actifs qui ont pratiqué le télétravail, c'est-à-dire 5 millions de personnes. Voilà, donc on a vécu quelque chose absolument exceptionnel qui n'était pas connu, avec beaucoup de gens pour qui c'était la première fois, mais ça, Franck va y revenir. Donc peut-être, voilà. Donc effectivement, quelques éléments relatifs à l'enquête. Jean en a déjà un petit peu parlé. Donc cette enquête, en fait, s'est déroulée via un questionnaire en ligne qui a été diffusé par différents réseaux sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc du 17 avril au 4 juin, pendant près de 6 semaines. En fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que plusieurs éléments, c'est qu'une partie de l'enquête a donc été réalisée pendant la période de confinement. L'autre partie a été réalisée post-confinement. Et puis le deuxième élément, c'est que le confinement avait donc démarré mi-mars, donc, alors que notre enquête a démarré un mois après. Ce qui est ressorti, puisque cette enquête a été complétée par des groupes de travail, ce qui est ressorti, c'est un certain effet panique sur les 15 premiers jours, puisque tout le monde a dû s'adapter à une situation d'urgence, et que du coup, nous n'avons pas souhaité analyser pendant cette période, parce qu'on s'imaginait qu'il pourrait y avoir des choses très particulières. Donc, on a préféré prendre un petit peu de recul, laisser passer la première vague et commencer l'analyse au bout d'un mois. Donc, environ 1900 personnes ont répondu à cette enquête, 900 sur la période de confinement et 1000 sur la période post-confinement. Donc, ces deux périodes ont été elles aussi similaires, puisque chacune a duré environ 3 semaines. Ce qui est important de regarder, c'est aussi le profil des répondants. 80% de salariés, 9% 80% de salariés d'entreprise, pardon, 9% de salariés venus du monde associatif, 10% d'agents publics, et puis enfin un peu plus de 1% d'indépendants. Ce qu'on note aussi, c'est qu'on a une assez nette sous-représentation des salariés des petites et moyennes entreprises, et à l'inverse, on a une surreprésentation des salariés de grandes entreprises, d'ETI et de grandes entreprises. Donc, slide suivante. C'est pas moi qui maîtrise les slides, du coup, je signalerai quand j'arrive à la prochaine. Donc, quelques chiffres clés avant de zoomer sur quelques éléments particulier. Donc, ce qu'a déjà dit Jean, c'est que pendant cette période, donc ça, c'est pas notre enquête spécifiquement qu'il a analysé, mais c'est des chiffres à la fois de l'enquête Odoxa et du ministère du Travail. En gros, un quart des salariés se sont retrouvés en situation de télétravail pendant la crise sanitaire. Jean rappelait que les chiffres de la DARES, donc aussi ministère du Travail, de 2017, c'était 3% de télétravailleurs réguliers, et un petit peu plus de 7 si jamais on compte les télétravailleurs qui recouraient au télétravail de manière très ponctuelle. Donc on voit qu'il y a eu une explosion. Alors cette explosion il y avait déjà eu une accélération suite aux ordonnances Macron de 2017, mais on n'a pas des chiffres très précis. Mais il y a eu un boom du recours au télétravail pendant cette période de crise sanitaire, dans des conditions bien évidemment très particulières et sans pouvoir faire autrement, confinement oblige. Ce qu'on constate aussi, et ça c'est toujours cette enquête Odoxa, ce n'est pas notre enquête spécialement, mais c'est que le taux de télétravail croît avec la taille des entreprises. Et ce qui explique aussi qu'on a un échantillon, on a une surreprésentation des ETI et des grandes entreprises et une sous-représentation des plus petites et des moyennes. En fait, 17% des TPE ont recouru au télétravail pendant la période de confinement, 21% pour les PME, 24% pour les ETI et près de 40% pour les grandes entreprises. Donc, on voit qu'il y a une forte corrélation entre le taux de télétravail et la taille des entreprises.
L'autre élément intéressant dans notre enquête et qui traduit justement ce basculement massif beaucoup plus important que dans les périodes précédentes, c'est que les 3/4 des répondants à notre enquête n'avaient jamais travaillé ou de manière très ponctuelle. Sur le principal apport du télétravail, mais j'y reviendrai un petit peu après, c'est qui revient dans 3 réponses sur 4, c'est le gain de temps lié à la limitation du déplacement. Et à l'inverse, le principal point négatif, c'est l'isolement vis-à-vis de ses collègues et du coup un sentiment de manque qui est cité en premier dans un cas sur 2. Et puis le dernier élément dans les grands chiffres clés, mais encore une fois, on va zoomer juste après, c'est la forte appétence pour poursuivre cette forme d'organisation du travail, puisque dans notre enquête, c'est plus de 90% des répondants qui souhaitent poursuivre le télétravail. Et c'est corroboré par toutes les autres études qui ont été menées pendant cette période, où on a des chiffres entre 75 et 90% selon les études. Donc, une pratique compliquée par cette période de confinement avec tous les effets, ce contexte très particulier que vous a présenté Jean, cependant la volonté de pouvoir poursuivre dans l'avenir. Donc slide suivante. Alors sur les enseignements, le premier enseignement très intéressant, c'est la capacité d'adaptation des organisations. En gros, en quelques heures, quelques jours, on a dû complètement changer sa manière de travailler. En tout cas, dans la grande majorité des entreprises, il y avait déjà des entreprises qui recouraient au télétravail. Forcément, elles ont eu un peu plus de facilité, mais pour la grande majorité des entreprises, ça a été un bouleversement total, encore une fois, en 2 ou 3 jours. En fait, ce qui ressort, c'est quand même que les organisations, globalement, malgré la non-préparation de cette situation pour beaucoup, ont réussi à s'adapter assez facilement. Le premier élément qui explique ça, c'est bien évidemment la digitalisation du monde de l'entreprise et des organisations de manière plus classique, qui est un phénomène qui est à l'œuvre depuis plusieurs années. En fait, quand on interroge nos enquêtés, seulement 9% déclaraient que leurs outils et équipements numériques n'étaient pas adaptés. Donc en fait, il y a eu possibilité de passer au travail à distance, notamment parce que les outils et les équipements le permettaient dans une grande majorité des cas. Alors, ils citent un certain nombre d'équipements complémentaires dont ils auraient besoin et qui ne sont pas toujours adaptés, mais c'est encore une fois c'est aussi lié à ce contexte de basculement très rapide, et notamment sur les équipements très largement cités, l'imprimante et un deuxième écran qui arrive largement en tête. Et puis, on a aussi est exprimé aussi par rapport à du mobilier professionnel, notamment le fauteuil du bureau, celui du domicile n'étant pas toujours adapté. Ce que rappelle aussi un certain nombre de répondants, et notamment ceux qui ont des problèmes, c'est bien évidemment l'importance de la qualité de la connexion Internet. Une mauvaise connexion au domicile entraîne tout un tas de complications et de stress. Parmi ceux qui considèrent que les outils sont adaptés, il est quand même à noter que 12% précisent qu'ils ont du mal à utiliser ces outils. Il y a donc encore des progrès à faire sur la formation en lien avec l'ensemble de ces outils digitaux qui irriguent le monde de l'entreprise et des organisations de manière plus générale. Le deuxième point, c'est que les managers semblent avoir réussi à s'adapter assez rapidement à cette nouvelle situation, puisque seuls 15% des répondants et uniquement 13% des managers, donc ceux qui n'ont pas de fonction de management, donc 13% uniquement considèrent que la relation à l'encadrement s'est dégradée pendant cette période, ce qui est très faible vu les conditions dans lesquelles ça s'est pratiqué. Et puis le troisième élément intéressant, c'est le grand bond en avant fait sur les usages du numérique. Alors certes, un petit peu à pas forcer, mais du coup, notamment sur la visio, mais aussi de manière plus générale, les outils collaboratifs, tout le monde a été contraint d'utiliser ces outils, et donc il y a une montée en compétences sur ces usages numériques qui s'est fortement accélérée. Dans un groupe de travail, un salarié nous précisait, et je le cite, « La rapidité avec laquelle le télétravail a dû se mettre en place nous a obligés à utiliser à marche forcée des outils collaboratifs pour la visio, la gestion des plannings et des documents, ce qui a poussé tout le monde à s'y mettre. On a fait un grand pas en avant. »
Donc, il y a eu, ça a présenté un certain nombre de difficultés, mais ça a aussi permis de basculer vers ces nouveaux usages numériques et d'aller beaucoup plus loin dans ces compétences numériques. Jean, je te repasse la parole. Alors, effectivement, pour bien comprendre en fait cette infographie sur les enseignements liés aux indicateurs de QVT, je vais vous faire quand même quelques précisions parce que là, on voit effectivement plusieurs indicateurs hein, sur la colonne de gauche, hein, le plaisir, la santé, la forme physique, la qualité du travail, la motivation, etc. Il faut connaître comment la question a été posée. Donc, par exemple, on a posé la question suivante. Par rapport à votre ancienne situation de travail, diriez-vous que l'organisation de travail actuelle augmente, ne change pas ou diminue le plaisir, la santé, la forme physique? Voilà. Autrement dit, si on est au-dessus de 50, cela augmente. À 50, cela ne change pas. Et en dessous, cela diminue. Voilà, donc on comprend donc que globalement, les indicateurs de qualité de vie au travail augmentent plutôt favorablement. Alors, à l'exception de l'isolement, hein, à 59, et c'est peut-être assez compréhensible étant donné le temps de confinement passé loin de ses collègues, hein, même s'il y avait effectivement possibilité de visioconférence, de téléphone, donc il n'y avait pas de présence physique. Donc tout le côté socialisation explique cela. Autre point de vigilance qui est souvent pointé par d'autres études et par la pratique, c'est le temps de travail qui a tendance à augmenter. Parce que généralement, voilà, le cadre du bureau et ses horaires ne facilitent pas la déconnexion, hein, ne facilitent pas la mise en œuvre de ce nouveau droit qui s'appelle le droit à la déconnexion et qui en télétravail est parfois plus difficile à faire appliquer. Alors, dans les points positifs, on note l'augmentation donc significative de la concentration et de la qualité du travail. Voilà, donc ça c'est un point important qu'on a recoupé aussi avec d'autres études. On peut l'interpréter avec le fait qu'on est moins dérangé par ses collègues de travail en permanence pour ceux qui vivent cette situation et qu'on peut se concentrer pour réaliser les tâches. Alors évidemment, à l'exception des répondants qui avaient des conditions très dégradées en termes d'équipement, de connexion ou d'enfants à charge, etc. Donc, on a fait à chaque fois la corrélation. Mais voilà un petit peu pour les principaux enseignements. Les indicateurs de QVT sont plutôt positifs, alors qu'on aurait pu imaginer qu'ils soient extrêmement négatifs. Alors, du coup, sur les enseignements qu'on peut tirer de notre enquête, on a essayé de regarder ceux dont on peut imaginer qu'ils sont très liés à ce contexte de crise sanitaire, et c'est ce qu'on vous présente dans cette diapositive, de ceux dont on peut tirer des enseignements peut-être pour la suite. Alors, sur ceux qui sont propres à cette situation de crise sanitaire, premiers éléments, près d'un répondant sur deux de notre enquête s'est retrouvé confiné avec ses enfants, ce qui est une situation tout à fait particulière qu'on ne retrouve pas dans le télétravail normalement classique. Par ailleurs, en fait, 13% des répondants à notre enquête déclarent qu'ils ne disposaient pas d'un environnement adapté à leur domicile. Or, on voit que ces deux éléments affectent fortement les indicateurs de qualité de vie, et notamment quand on cumule à la fois un logement inadapté, qui est la principale explication des indicateurs en baisse, sur le tableau que vous voyez à droite, mais quand on cumule à la fois un logement inadapté et puis un confinement avec des enfants, parfois la nécessité, au-delà d'être confiné avec les enfants, de devoir aussi s'occuper du scolaire, etc., bien évidemment, ça complexifie la relation. Donc, ce qu'on constate, c'est que les indicateurs, du coup, pour cette catégorie de population, soit qui avaient un logement inadapté, soit qui combinaient les deux, en fait, les indicateurs positifs, la concentration, la motivation, le plaisir, sont donc en baisse et très nettement au-dessous de ce qu'on constate, comme le rappelait Jean, en hausse pour l'ensemble de l'échantillon, et qu'à l'inverse, les indicateurs entre guillemets négatifs
ceux du stress et de la fatigue, sont en baisse, étaient en baisse pour l'ensemble de l'échantillon et là sont très nettement en hausse. Donc on voit que ces conditions affectent fortement la qualité perçue de la vie au travail et du coup démontrent la difficulté à travailler entre guillemets en famille, qui était une situation assez commune pendant cette période de confinement. Le deuxième élément, c'est que ce télétravail à 100%, puisqu'on n'était pas sur un télétravail en alternance, bien évidemment 1 ou 2 jours par semaine, mais on était en permanence en télétravail, c'est que ça entraîne un grand sentiment d'isolement et puis le manque des collègues qui arrivent très nettement en première position, comme je vous le rappelais dans la présentation des grands chiffres clés. On peut imaginer cependant que c'est une situation qui est propre à cette situation, ce contexte de confinement et qu'un télétravail plus classique, alterné à 2 jours par semaine, qui est d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, la volonté de la plupart des répondants dans notre étude, mais aussi dans tout un tas d'autres études qui ont été menées, atténuerait cependant très fortement ces éléments. Et puis le troisième élément, c'est qu'on constate que les managers sont plus critiques que les managers sur la dégradation des conditions d'encadrement de leurs équipes. En fait, pour rappel, je vous disais que seuls 13% des managers considéraient que le management s'était dégradé. Or, les managers, eux, sont plus d'un tiers à considérer que la communication avec l'équipe s'est dégradée. Ils sont plus d'un quart à considérer que l'organisation collective de l'équipe s'est elle-même dégradée. Donc, et ça se retrouve d'ailleurs dans le propos de certains managers, soit qu'on a eu en commentaire dans l'enquête, soit au travers des groupes de travail, où une petite partie des salariés se sont plaints d'un sentiment d'isolement important, avec des modes de management qui ne s'étaient pas adaptés aux défis de la distance et du coup qui continuaient des pratiques comme en présentiel avec tout un tas de limites. Là aussi, de la formation au management à distance sera certainement nécessaire dans un certain nombre de configurations pour la suite. Alors, sur les autres enseignements, ceux dont on peut imaginer qu'ils seront utiles pour la suite, le premier, c'est que quand on regarde les principaux effets positifs déclarés par les répondants, je vous disais qu'arrivait largement en tête le gain de temps lié au non-déplacement, mais quand on regarde les autres éléments positifs, ils parlent aussi des gains économiques liés à ce non-déplacement, et donc en fait, qui arrive en troisième position, et on se rend compte que c'est au cœur des préoccupations et des avantages perçus par les salariés. Or, on ne les interrogeait pas là-dessus, mais il y a déjà tout un tas d'autres études qui ont été menées. C'est que ce non-déplacement a aussi tout un tas d'effets en chaîne, la baisse de la pollution, des embouteillages, des accidents du travail et bien évidemment du stress lié à ces déplacements qui peuvent parfois être longs et difficiles. Or, cet effet, en fait, existe quelle que soit la forme du télétravail. Là, on était dans une forme de télétravail à 100%, donc bien évidemment, ces effets sont démultipliés puisqu'ils concernent 100% des déplacements qui, du coup, disparaissent. Mais si on prend l'exemple d'un télétravail beaucoup plus classique, 1 jour par semaine, ça veut quand même dire 20% des déplacements et de tous les impacts de ces déplacements qui disparaissent. Donc, on voit là que quand on considère qu'il y a entre 30 et 50% des salariés qui sont potentiellement éligibles au télétravail, on voit que là, il y a un fort levier à actionner pour baisser l'empreinte écologique des déplacements, mais aussi leur coût financier et ainsi augmenter le pouvoir d'achat. L'autre enseignement utile dont j'ai déjà parlé avant, c'est que pour que le télétravail se pratique dans des bonnes conditions, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies en termes d'outils informatiques, bien évidemment, qui permettent de faciliter la collaboration et les échanges à distance. Il faut avoir les bons équipements, il faut avoir le bon mobilier, il faut aussi avoir un logement qui permette de s'isoler pour éviter les conflits d'usage avec le reste de la famille. On peut imaginer qu'ils seront moins grands, mais s'il y a notamment le lien avec les enfants, mais par contre, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait un couple, dans le couple, les 2 personnes se retrouvent en télétravail au même moment, avec potentiellement aussi des conflits d'usage dans une situation plus classique. Donc ça, il faut s'assurer qu'on puisse effectivement garantir cet isolement en situation de télétravail. De ce point de vue-là, pour ceux pour lesquels ce n'est pas possible, peut-être que les lieux alternatifs type espace de coworking pourraient permettre de régler en partie ces problèmes. Et puis le dernier élément, le dernier grand enseignement
qui est de notre point de vue tout à fait valable pour la suite, c'est que manager à distance, ce n'est pas la même chose que manager en présentiel et que ça nécessite donc un certain nombre d'adaptations, sans quoi on crée un certain nombre de risques pour le maintien des collectifs de travail et de l'efficacité de l'organisation. Merci. Alexia, du coup, je te redonne la parole. Tout à fait. Merci beaucoup. On en a fini pour les enseignements principaux qu'on a pu retirer de cette enquête. À partir de ces résultats, nous, on a envie, en tant que MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, de pousser quelques finalement grands principes cadres pour les entreprises qui envisagent de réfléchir à de nouvelles formes d'organisation du travail qui pourraient intégrer le télétravail. Mais nous considérons avant tout que c'est une responsabilité qui incombe à chaque entreprise. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a un cadre légal qui permet la négociation et la réflexion au niveau de chaque entreprise. Et après, nous sommes bien sûr tout à fait convaincus que chaque entreprise a sa propre configuration, ses enjeux, ses contraintes. On l'a vu tout à l'heure, on a un taux de télétravail aujourd'hui qui va être différent suivant la taille de l'entreprise. Alors, ça n'est pas une recommandation à dire qu'on devrait plus télétravailler dans une grande entreprise que dans une petite entreprise, mais la problématique de l'organisation peut être bien entendu différente. Elle va pousser également la question des métiers ou des tâches télétravaillables. Et bien entendu, il n'existe pas de modèle. Il y a des secteurs d'activité, des pans complets d'activité sur lesquels il n'est probablement pas possible d'imaginer du télétravail. Mais c'est vrai que cette période, quand on voit qu'on passe de 3 à 25% de salariés au télétravail, même si tout n'a pas été facile, eh bien, on se rend compte qu'on a poussé le champ des possibles, qu'on a franchi certaines frontières, et peut-être c'est un sujet à réenvisager du coup dans le périmètre de chaque entreprise. Pour une entreprise qui souhaite réfléchir à la mobilisation du télétravail, pour nous, ce qu'on souhaite retenir, c'est il faut pouvoir poser un cadre. En fait, le cadre, là encore, il appartient à chaque entreprise, mais le cadre, sa vertu, c'est qu'il va définir justement le périmètre suivant lequel on va pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'on télétravailler? Qu'est-ce qu'on imagine à travers le cadre? Alors, il y a le cadre, le support, et je peux être complétée par nos experts. Je ne suis pas l'experte sur le sujet, mais c'est vrai qu'on peut imaginer aller jusqu'à un accord d'entreprise qui poserait finalement les principales règles, les droits et devoirs finalement des télétravailleurs et de l'entreprise. On peut avoir une simple charte à l'échelle de l'entreprise, et puis on peut avoir surtout une réflexion, une contractualisation, un avenant à un contrat de travail ou un simple écrit, en tout cas, qui pose finalement les choses entre chaque employeur et chaque salarié. L'avantage de cette démarche, c'est que là encore, elle va pouvoir préciser ce qu'il est possible d'imaginer dans le périmètre du télétravail. Donc, les métiers, les tâches télétravaillables, surtout ne pas exclure des métiers, des postes, parce qu'on considère que rien n'est propice à la mise en place d'un travail finalement à distance. On s'est rendu compte qu'il pouvait exister des temps d'activité qui pouvaient nécessiter une prise de recul, un temps de concentration peut-être plus important, des tâches administratives accompagnées complémentaires à des tâches plus productives. Donc, vraiment réenvisager tout ce sujet au niveau de l'entreprise. Peut-être préciser des grandes lignes parce qu'on a vu dans les résultats de l'enquête que le sentiment pour certains avait pu être d'une frontière très diluée entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Alors certainement encore accentuée par les conditions de cette période, mais si le télétravail s'opère au domicile, eh bien, pouvoir préciser malgré tout peut-être des horaires de référence sur ce que serait un travail au format distanciel, à la maison ou dans d'autres lieux.
Peut-être rappeler également des grands principes. Un télétravailleur est avant tout un travailleur, un salarié. Donc, un salarié, il a des droits et devoirs. Il intervient dans le cadre d'un contrat de travail et le fait de télétravailler, eh bien, va transférer finalement les droits et devoirs du télétravailleur dans un autre lieu, mais tout ceci reste applicable. Donc, parfois, il est bon de pouvoir le repréciser. Et Jean, tout à l'heure, évoquait également le sujet du droit à la déconnexion qui est apparu assez récemment, mais qu'il est peut-être important de repréciser à l'échelle d'une entreprise. Autre grand principe, pour nous, le télétravail doit être pensé dans l'organisation d'ensemble de l'entreprise. Ce qu'on a pu voir ressortir dans ce télétravail très jusqu'au boutiste finalement, où on était 100% en télétravail, c'est un sentiment d'isolement, un manque ressenti des collègues. Et il est important de garder à l'esprit que quand on travaille dans une entreprise, quand on a une relation de travail, on la doit à son employeur, mais on la doit également au collectif de salariés. On interfère régulièrement avec ses collègues. Et donc, pour nous, le télétravail doit être pensé pour qu'il y ait un juste équilibre finalement et qu'on trouve à maintenir la dynamique collective et le relationnel au travail, l'esprit d'équipe, la cohésion. Il faut absolument qu'on puisse la retrouver et donc ça suggère des alternances entre des temps télétravaillés et des temps de présence au bureau. En tant que MEDEF, on a poussé dans la presse beaucoup d'arguments à dire il faut qu'on revienne au bureau. Ce n'est pas renier ce qui s'est passé au télétravail, mais effectivement, il y a un temps où il est important de pouvoir recréer le collectif au travail et puis réfléchir ensemble justement aux conditions opportunes pour du télétravail demain. Ça a été évoqué également, le télétravail doit rester un droit. Repréciser que lorsque nous avons été confinés et mis au télétravail, c'est une voie passive. Nous avons subi finalement la situation. On n'était absolument pas préparés et nous n'avons pas eu notre mot à dire. Donc, que ce soit du point de vue des employeurs comme du point de vue des salariés, la situation n'a pas été pensée, négociée, arrangée, préparée. Donc, nous voulons simplement repousser l'idée que pour du télétravail demain, il faut vraiment qu'il y ait une adhésion. Il faut qu'il y ait une adhésion à la fois de la part de l'employeur et de la part de chaque salarié. Et quand on choisit le télétravail, on le fait en fonction d'un contexte. Ce contexte, il n'est pas pérenne, il n'est pas définitif. Et on a la possibilité aussi de repenser la pratique du télétravail au cours de sa relation contractuelle avec son entreprise. Et je pense que vous en êtes convaincus. Après les retours qu'on a pu avoir sur cette enquête, nous considérons également, et c'est peut-être là encore des sujets à réfléchir dans le cadre d'une charte sur le télétravail ou d'un accord d'entreprise, mais nous avons bien vu pendant cette période qu'il y avait des conditions qui étaient plutôt des leviers pour un télétravail de qualité. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que syndicat patronal, c'est bien entendu qu'on allie à la fois la performance aux yeux de l'entreprise, mais également de la qualité de vie au travail. Et donc, pour un télétravail dans de bonnes conditions, on considère qu'il faut un lieu opportun. Le lieu, on n'a pas eu le choix, c'était exclusivement du travail à domicile, mais le télétravail, c'est du travail à distance. On peut être amené à réaliser du télétravail chez un fournisseur, chez un client. On peut être dans un espace de coworking, un tiers-lieu. On peut également être dans un train. Donc, il existe différentes manières de réaliser le télétravail et donc, c'est préciser à l'échelle de l'entreprise les différents lieux où ça va pouvoir se réaliser. Préciser les conditions de l'équipement. Est-ce que ça suppose effectivement d'avoir un équipement avec un ordinateur portable, mais également une connectique, des outils. On a parlé de visio ce matin, on est tous déconfinés et on a pour autant fait le choix, malgré tout, de se connecter et de se proposer cet échange en format distanciel. Mais en tout cas, ça nécessite de pouvoir s'outiller. La connexion Internet, bien entendu. Alors, on en a assez peu parlé ce matin, mais forcément se pose la question
eh bien des bandes passantes. Quand on est tous dans un même espace et qu'on consomme beaucoup de bandes passantes, on a des difficultés de connectique. On n'est pas égaux dans les territoires non plus pour pouvoir accéder convenablement à une connexion à distance. J'ai entrevu dans les questions qu'on avait des retours d'expérience sur la sécurité également informatique, sur de vraies problématiques de coupure, de connexion durable. Donc, comment est-ce qu'on peut télétravailler finalement dans ces conditions? Et puis, rappeler un grand principe suivant lequel, quand on organise du télétravail, eh bien, on doit gommer finalement les éléments qu'on peut appeler comme des éléments perturbateurs, forcément ce qui va revenir de cette expérience. Des éléments perturbateurs, ça a pu être le fait d'être à domicile et d'avoir du coup une logistique de famille, domestique, éventuellement un soutien aux devoirs, un accompagnement des enfants. Alors ce sont des éléments qui sont apparus très positifs parce qu'on a vu également beaucoup de retours enthousiastes sur une vie de famille et puis des valeurs très restaurées. Mais en tout cas, pour un télétravail de manière pérenne, eh bien, il nous paraît nécessaire de bien repenser toutes ces conditions qui permettent d'envisager le télétravail convenablement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On va passer aux questions que vous nous avez posées tout au long de ce webinaire. Simplement, le temps que Karen se prépare donc à relayer ces questions, vous en dire un tout petit peu plus sur le projet dans lequel nous avons lancé cette démarche, ce projet Caméléon. Le support vous sera adressé, mais cet accompagnement, il se déroule sur une année. Nous avons un peu poussé les frontières du projet. Il existe des temps d'échange collectif inter-entreprises et également des temps plutôt intra-entreprise où chaque entreprise a la possibilité de construire sa propre démarche. Forcément, on a rebondi, on a ajusté l'accompagnement au regard de la crise sanitaire, du confinement et du télétravail spécifiquement organisé. Nous vous le signalons, il existe 2 places qui restent vacantes aujourd'hui. On a eu des désistements. Donc, si 2 entreprises parmi vous étaient toutefois intéressées pour réfléchir à ce mode d'expérimentation du télétravail, eh bien, nous serions heureux de pouvoir vous accueillir et vous compter parmi les entreprises du groupe. Donc, je sais certaines entreprises du groupe Caméléon participent ce matin. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous vous avons adressé donc les liens de cette connexion. Vous pouvez nous faire un répondre à l'invitation et nous reprendrons contact avec vous. Je vous propose qu'on passe désormais aux questions que vous nous avez posées. Donc, je reprends la main. Alors, on a eu pas mal de questions. On a eu notamment une question de Yannick Cusy qui nous demande un peu un détail sur le panel interrogé, la représentativité, le nombre de personnes. Voilà, s'il y a d'autres informations sur la grille de lecture du panel interrogé. Est-ce que Franck, peut-être tu as une remarque là-dessus? Oui, alors en fait, ce dont je vous ai déjà parlé en matière de représentativité, c'est par rapport au profil des entreprises. Par contre, on avait donc, où je vous disais qu'il y avait on avait une sous-représentation, mais c'est ce qu'on constate dans les taux d'utilisation du télétravail pendant cette période. Hein, c'est complètement en phase. On a une sous-représentation des petites et moyennes entreprises et une légère surreprésentation des ETI et des grandes. Pour vous donner des chiffres plus précis, sur les TPE, c'est 21% des salariés en moyenne au niveau national qui font partie de ce groupe des TPE. Et nous, on n'en avait que 7,5% dans notre échantillon. Pour les PME, il y avait moins de différence puisque en moyenne, c'est 42,5 des salariés français qui font partie d'entreprises de 10 à 250 salariés. Et nous, on en avait 38 dans notre échantillon. Et à l'inverse, sur les ETI, que je reprenne mes chiffres précisément. Pour les ETI et les grandes entreprises, c'est 40% des salariés au niveau national et dans notre échantillon, c'était 48,5. Par contre, sur la représentativité par rapport
profil de salarié, au genre. Ça, on n'a pas d'infos et on n'a pas pu faire d'analyse puisqu'en fait, le choix avait été fait dès l'origine de ne pas demander de données à caractère personnel. Donc, on n'a pas pu précisément regarder ce point de vue-là. On a juste ces informations au niveau des profils des entreprises, mais pas au niveau des répondants en tant que tels. Merci. On avait une autre question de Benjamin Leroux qui était sur est-ce qu'il y a un dispositif qui a été mis en place pour gérer l'isolement? Jean, tu veux répondre à cette question, notamment avec les entreprises qu'on accompagne à travers le projet Caméléon, qui ont pu nous donner des informations parfois à ce sujet. Donc, un dispositif mis en place pour gérer l'isolement pendant le confinement. En tout cas, ce qu'on a vu dans la pratique des entreprises et des managers, ça a été de gérer, on va dire, on va appeler ça les oubliés du télétravail ou les décrocheurs du télétravail. Dans les enquêtes, ça représente peu de monde. Généralement, ça s'exprime avec des gens qui ne souhaitent pas continuer à télétravailler. Et quand on arrive à joindre ces personnes, on se rend compte que c'est essentiellement des gens qui ne voulaient pas télétravailler, qui avaient déjà des problèmes avec l'organisation. Il y a aussi le cas des gens qui étaient déjà isolés avant, soit au niveau de la situation familiale et qui ont eu plus de mal. Donc, dans les mesures qui ont été mises en place, c'était une attention particulière à ces gens-là pour pouvoir les appeler et éventuellement les rapatrier au bureau quand c'était possible. Voilà, donc ça a été plus ou moins bien traité. En tout cas, voilà, c'est un phénomène qui est arrivé, qui reste marginal, mais auquel il faut faire attention parce qu'à distance, on les voit pas forcément. Et peut-être pour compléter ce que dit Jean par rapport, donc il y a effectivement cette catégorie des entre guillemets des oubliés, mais plus généralement, et ce qui a pu être parfois reproché, c'est la manière dont on gère en fait des rapports informels au sein des équipes, entre les encadrants et les encadrés, et qu'on reproduise en fait des choses qui peuvent exister de manière complètement informelle autour de la machine à café et qu'on perd complètement avec la distance. Et donc là, dans des petits exemples de bonnes pratiques qui ont été mises en place, c'est notamment un certain nombre d'entreprises qui, pour retrouver un petit peu ce lien, préparaient du moins ont prévu et ont organisé des cafés visio le matin où en fait les gens se retrouvaient en visio et buvaient le café ensemble pour parler un petit peu de tout et n'importe quoi et pas forcément de choses liées au travail, mais qu'on a l'habitude de partager quand on est en présentiel. Et puis après, du point de vue du management, ce qu'il faut, c'est garder à la fois des liens, bien évidemment, avec les équipes. Donc là, il y a beaucoup d'usage de visio, parfois trop. On a parlé parfois du surinvestissement sur la visio et des problèmes que ça pouvait poser quand on enchaîne des visios toute la journée. Donc, pour gérer les groupes, c'est quand même un outil intéressant sous réserve qu'on adapte les formes de réunion par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et puis, après, il faut conserver les rapports individuels qui peuvent exister entre les managers et leurs managers. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a de la distance que tout d'un coup les rapports interpersonnels, individuels s'arrêtent. Il faut au contraire trouver des solutions pour les maintenir. Donc là, ça peut être le téléphone tout simplement, du chat aussi qui peut être très utile sur les petites questions qu'on a à poser mais où on ne veut pas interrompre la personne. Enfin, il y a tout un tas d'outils ou de bonnes pratiques qui ont été mises en place et qui permettent de limiter cet isolement, de maintenir les collectifs de travail et ce lien entre encadrés et encadrants. Merci, Franck. On a une question également de Valérie Fontaine donc sur la gestion de la durée en fait dans le cadre du télétravail qui au-delà du droit à la déconnexion, il s'agissait plutôt de parler du coup de la gestion du temps du télétravailleur qui veut travailler à distance et qui parfois va utiliser ce temps pour recevoir un rendez-vous personnel ou aller chercher les enfants à l'école. Donc, il y avait cette question de la gestion, donc de la durée dans le cadre d'une journée de télétravail. Si je peux apporter un début de réponse à ça, et puis après peut-être je passerai la main. Je pense que tout réside en fait dans justement cette co-création d'un cadre entre l'employeur et le collaborateur qui va être, ce temps va vraiment permettre justement de discuter ces sujets-là et de définir les limites et le cadre
explicité du télétravail en fait. Je pense que chaque entreprise a des besoins spécifiques, chaque collaborateur également, mais je pense que c'est vraiment dans la co-création de ce cadre et de cette charte du télétravail que c'est le bon moment pour parler de ces sujets-là et que l'entreprise puisse poser aussi les conditions qui lui paraissent acceptables dans le cadre de cette pratique. Donc ça, c'est plus… Karen, je complète ce que tu dis. Ça, c'est effectivement dans le cadre de la pratique et de l'organisation. Par contre, ce qu'on peut dire d'un point de vue juridique, c'est que le télétravail est un travail normal et que donc les horaires sont les mêmes, l'amplitude horaire est exactement la même et il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que parfois, ce qu'on observe, et c'est plutôt… entre guillemets positif, en tout cas du point de vue de l'employeur, c'est plutôt un surinvestissement en période de télétravail pour conserver cet acquis, entre guillemets, quand c'est le cas. En tout cas, c'est ce qu'on observait avant, hein, qui n'est pas forcément là, pour le coup, spécifique au confinement, c'est ce qu'on a pu observer avant. On parlait souvent de surinvestissement. Donc effectivement, après, il faut que ce soit encadré, il faut suivre. Ce qu'on a pu observer dans les résultats de notre enquête, c'est à la fois pour les managers et pour les managers, souvent une difficulté à se déconnecter de ces outils numériques, de mémoire dans plus de 40% des cas du côté des managers et environ 35%, un peu plus d'un cas sur trois, du côté des salariés. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a des pratiques, des usages à mettre en place, un suivi pour effectivement faire en sorte que le cadre juridique qui encadre la contractualisation entre l'employeur et l'employé se retrouve, y compris dans la situation de télétravail, puisqu'il doit être tout à fait le même. On continue. On avait une autre question donc de Yannick Cuisy sur qui était est-ce que le MEDEF a décelé un intérêt financier et économique de la part des entreprises à faire du télétravail et est-ce que le MEDEF préconise la pratique du télétravail dans cet objectif? Alors, ça n'était pas l'objet de l'étude qui a été conduite. En revanche, c'est tout l'intérêt de la démarche que nous engageons. Pour nous, le télétravail est un vrai sujet d'observation. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé le projet Caméléon. Nous avons la chance, du coup, beaucoup plus vite que prévu, à 4 mois après le lancement, d'avoir quelques retours dans un nombre d'entreprises plus conséquent. On tirera de vrais enseignements plutôt à horizon printemps 2021. En revanche, parmi les entreprises qui font partie du groupe Caméléon et qui avaient potentiellement du coup des motivations à se lancer dans cette démarche, certaines sont venues en disant nous, on réfléchit à mettre en place le télétravail, donc avant le confinement, parce que potentiellement, il pourrait y avoir une opportunité même en termes immobiliers. Et ça, c'est des retours qu'on a pu également lire, puisqu'il y a eu beaucoup de presse et d'émissions sur le sujet du télétravail, à réfléchir face à un coût de l'immobilier qui est conséquent pour une entreprise, et bien de se dire, est-ce qu'il n'y a pas à mixer finalement une pratique télétravail et bureau qui permettrait notamment de réduire ce levier. Trop tôt pour le MEDEF pour faire des préconisations à ce sujet. Par contre, c'est une vraie problématique et du coup, ça mérite qu'on s'y intéresse. Peut-être, Jean, tu peux apporter des précisions? Je crois qu'il y a un autre levier auquel on n'a peut-être pas encore assez de recul, mais quand on parle de limitation des déplacements, on pense souvent à limitation des déplacements domicile-travail. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt au niveau des salariés qu'on a un gain. En revanche, il y a tous les déplacements qu'on réalise au niveau professionnel, notamment pour faire des rendez-vous, voir des clients, faire des réunions. Et là, la montée en compétences de millions de salariés, notamment sur les visioconférences, fait qu'on peut maintenant peut-être réfléchir à deux fois en se disant est-ce qu'on va faire cette réunion à distance ou sur place. Par exemple, ce matin, voilà, il y avait ça a évité à 45 personnes de se déplacer dans Lyon. Peut-être que des personnes venaient de loin. Donc, je pense que là, il y a des gains financiers possibles au niveau des déplacements qui sont requis dans la pratique même du travail. Alors, évidemment, avec toutes les précautions, se poser la question, est-ce que c'est vraiment important d'être là en présentiel? Il y a évidemment des cas où il faut évidemment se déplacer et d'autres peut-être où on réfléchira à deux fois avant de se déplacer et peut-être proposer une visio
où là, on voit tout de suite des gains importants, notamment dans le remboursement des frais de déplacement. Donc, ça fait partie des gains économiques, mais du coup, il y a aussi tout un tas d'autres gains sur l'empreinte écologique, sur l'attractivité de la marque employeur. Donc, en fait, ce qui est intéressant quand même sur ce sujet, même si on voit que c'est complexe, que ça bouleverse les organisations du travail et que ça suppose des adaptations, d'y aller quand même avec précaution, on se rend compte que c'est quand même gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des leviers de tous les côtés pour la qualité de vie au travail des collaborateurs et puis aussi certainement du côté des employeurs par rapport à des gains économiques, mais aussi en termes d'attractivité, etc. Pour une approche complète, en fait, là, on est vraiment, encore une fois, on a surfé sur l'actualité. Notre ambition, elle est d'éditer un livre blanc avec des bonnes pratiques, des préconisations à horizon du printemps 2021. Donc là, on vient de mettre une première brique et on partagera bien entendu avec vous ces recommandations et retours d'expérience. Karen, est-ce qu'on aurait une ou deux dernières questions? Je vois que nous avons dépassé midi. On s'était engagé à faire un webinaire à un format concis. L'idée pouvant être qu'on revienne également vers nos participants qui souhaiteraient nous soumettre des questions. Et à ce titre, il peut y avoir un retour, là encore, auprès du MEDEF qui vous a invité et nous partagerons avec nos partenaires consultants. Juste une remarque, parce que j'ai vu plusieurs fois cette question passer, Karen, sur la problématique des accidents du travail. Donc, depuis les ordonnances Macron, en fait, à partir du moment où il y a accident du travail au domicile du collaborateur, il y a présomption d'accident du travail. Donc, ça veut dire, sauf à démontrer le contraire, que finalement la personne a eu s'est déplacé pour un motif qui n'avait rien à voir avec son travail. Si jamais on n'arrive pas à démontrer ça, il y a une présomption d'accident du travail et donc toutes les couvertures qui s'appliquent de manière classique comme s'il était au bureau. Ça a été une des grandes avancées qui a sécurisé notamment un certain nombre d'employeurs parce qu'effectivement avant c'était un frein, il y avait une vraie incertitude en fait de ce point de vue-là. Il y avait aussi une question sur le contrôle du travail. Alors, même si ce n'est pas totalement dans le sujet de l'enquête, je voulais juste préciser que, évidemment, les employeurs sont tout à fait libres de contrôler le travail qui est réalisé. Se pose la question à distance. Alors, nous, on recommande bien sûr un management plutôt par objectif et à la confiance qu'un contrôle par un espèce d'harcèlement de mails et de visio, parce qu'on dupliquer le management présentiel distanciel, c'est pas très efficace. Mais je voulais préciser à la personne qui a posé la question que, évidemment, tout ce qui était logiciel de capture d'écran, de flicage, en fait, sont interdits par la loi. Donc, il y en a qui le font, notamment aux États-Unis. Ça a eu un certain succès pendant la pandémie, mais c'est interdit. Et en tout cas, après, dans la pratique, on recommande évidemment d'autres modalités pour le contrôle de la réalisation du travail. On préconise d'autres pratiques, mais les employeurs ont tout à fait la possibilité si jamais ils font du badgeage sur site, de faire du badgeage électronique à distance. Il y a tous les outils qui existent pour pouvoir le faire dans des conditions identiques à ce qu'on fait en présentiel. Il n'y a pas vraiment de contraintes techniques de ce point de vue-là. Entendu. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on s'en arrête là. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Avant de vous déconnecter, est-ce que je peux vous demander de consacrer 30 secondes pour pouvoir répondre à un petit sondage d'évaluation de ce webinaire et qui nous permettra éventuellement du coup de revenir vers vous avec davantage de précision. Donc, je le redis, le support de cette enquête va vous être envoyé. Nous avons également une infographie qui vous sera adressée dans la foulée de ce webinaire qui reprend les chiffres clés en quelques visuels très simples. Et nous tenons à la disposition de ceux qui souhaitent approfondir le sujet également le rapport d'enquête complet qui pourra vous être adressé par mail et puis que nous mettrons également en ligne sur le site internet du MEDEF et probablement également relayé avec nos consultants.
Alors, je recueille les retours et entre-temps, certains se sont déconnectés. Quelques secondes de plus. En tout cas, un grand merci pour votre participation à tous. Et puis, nous vous donnons forcément rendez-vous dans 8-9 mois pour l'aboutissement complet de nos travaux, avec certainement une prise de recul supplémentaire très intéressante au regard de ce qui s'est passé pendant ce confinement, mais peut-être justement une réflexion a abouti sur la mise en place de nouvelles formes d'organisation du travail intégrant le télétravail. Si vous avez répondu, écoutez, je vous propose de mettre fin au sondage. A priori, vous êtes plutôt satisfait de ce webinaire, donc peut-être avec des demandes de précision par la suite. Un grand merci à vous tous. Excellente journée et nous nous tenons à votre disposition.